je propose qu'on approfondisse certains concepts qui peuvent être, qui peuvent avoir été présentés de manière un peu rapide à travers les questions qui nous sont posées par nos internautes, hein. Oui. Donc, par exemple, on a une question de Nathalie qui nous dit la spagithérapie apporte une structure précise qui éclaire les conflits généalogiques, moi et la famille, le collectif, psychogénéalogique, moi et une personne, période intra-utérine, etc. Biopsychogénéalogique, moi et ma biologie, 12 mois avant conception. Est-ce que c'est une bonne présentation des choses? Oui, mais je pense que Nathalie doit connaître un petit peu mes livres. C'est renseigné déjà, hein, Parce que, Nathalie. oui, mais c'est très bien, ça permet justement de partager ces notions. Oui, c'est tout à fait ça. En sachant, si on ramène ça, enfin cette tripartition, si on ramène ça au niveau voilà, de notre vécu spatio-temporel, eh bien, on peut dire que la généalogie, c'est l'ici-bas, c'est depuis la naissance jusqu'à notre mort, on pourrait le voir comme ça, c'est notre ici-bas. L'aspect lumière, psychogénéalogique, on peut le voir en relation avec le couple, mais aussi avec la période intra-utérine. C'est d'ailleurs, pardon, dans le ventre de la maman, de notre maman, que nous formons le premier couple. Donc il est intéressant de voir, par exemple, les relations de couple et de voir l'incidence due à ce qui a été vécu au niveau de cette période de 9 mois. En sachant qu'on démarre avec une petite goutte de papa, un petit ovule de la maman, et en 9 mois, on trace des milliers d'années d'évolution. Donc, dire que ça correspond à 9 mois, c'est par rapport à nous. Mais en vérité, ça doit correspondre à autre chose, bien évidemment. Et avant, 12 mois avant fécondation, il y a tout l'aspect arbre de feu, tout l'aspect archétypal, et le Bereshit qui se répète 2 fois, une fois en faux prophète, une fois en vrai prophète, qui correspond à nos 12 mois à nous. C'est intéressant de voir que avant fécondation, on choisit papa-maman, on fera tout pour qu'ils se réunissent, ils se connaissent pas, peu importe, ça peut même être, c'est peut-être fort, lourd ce que je vais dire, mais si ça passe pas normalement, ça sera un viol. Voilà. Un enfant issu d'un viol, c'est pas un être qui vaut rien. C'est un être à part entière. Donc, pourquoi a-t-il choisi? C'est terrible ce que je dis parce que moi je suis pas passé par là. C'est facile pour moi de gloser comme ça. Eh bien, pourquoi cet être-là passe par là? Il y a certainement un sens positif à ça. Une personne, moi j'ai eu le cas de personnes qui ont été violées, des femmes, etc., qui sont restées prostrées pendant 22 ans, etc., etc. Il faut arriver à leur montrer qu'il y a quelque chose en l'être humain, au niveau du PCI, qui est inviolable. Dieu lui-même n'y a pas accès. Voilà, le divin divise, lumière, ténèbres. Voilà, il y a quelque chose avant Dieu. L'homme existe avant Dieu. L'homme crée Dieu à chaque instant et Dieu le façonne. Mais ce que Dieu va façonner, c'est du périssable, soit dans l'ici-bas, soit dans l'au-delà. Mais quelque chose qui est avant cette roue qui tourne dans l'espace-temps depuis le Big Bang, depuis le Bereshit, c'est quelque chose qui appartient à l'homme. Le Christ dit, ce que j'ai fait, vous le ferez de plus grandes choses encore. Le Père et moi sommes un. Vous voyez, dans la Bible, on peut retrouver des éléments gnostiques très forts, et c'est cet élément-là qui est le médecin intérieur. À partir de ce moment-là, je me souviens d'une fille qui s'appelle Nora, qui avait été violée avec une copine pendant toute une nuit dans la banlieue parisienne par 3 personnes. Elle est restée 22 ans prostrée, et quand je lui ai parlé qu'il y avait quelque chose en elle qui était inviolable, je lui ai dit, on t'a peut-être pénétré par tous les trous, j'en sais rien, mais là, ma petite, on ne te touche pas. Dieu lui-même, elle était d'origine arabe, j'ai dit, Allah n'y arrive pas. J'ai fait ça exprès pour la toucher. Je l'ai eu au téléphone 1 mois après, salut Tony, comment vas-tu, etc. J'ai dit, purée, je la reconnais pas, c'est pas possible. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, l'après-midi, j'ai été porté plainte. D'accord, 22 ans après, on les retrouvera pas. Mais je m'en fous. Tu as posé un acte. Elle m'a dit, mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, quand tu m'as dit qu'il y avait quelque chose en moi d'inviolable, je savais que je pouvais me reconstruire autour de ça. C'est cet inviolable, cet enfant vierge de connaissance, ce doute sacré, c'est ça qui nous permet de traverser les épreuves. Et ça, c'est l'acceptation de nos insolubles. Donc, tout ce qui cherche à résoudre nos insolubles, de toute manière, ils n'y arrivent pas, c'est uniquement pour nourrir la hiérarchie qui va faire tourner entre ténèbres et lumière. Donc, c'est un revirement radical. Et là, on est juste avec la moindre seconde de son passé. On n'enlève pas une seconde de son passé.
D'accord, donc vous parliez des 12 mois et ça nous amène une question sur l'astrologie, puisque Oui. il semblerait que vous ayez, Laurence nous dit que vous avez critiqué l'astrologie au passage, mais en fait vous n'êtes pas du tout critique de l'astrologie, ça fait partie justement des choses que vous intégrez aussi, je crois. Bien sûr, bien sûr. Les 12 tournent autour du 13e éon, nous disent les gnostiques, et l'acceptation des insolubles passe par un 14e diapason. Hein, il y a 14 diapasons, dont les 12 qui correspondent aux 12 signes astrologiques, qui correspondent aux 12 méridiens de la médecine chinoise. Ça, c'est tout le travail de Jacques Pialou, qui est fabuleux. Mhm. Et le 13e, ça, c'est l'aspect gnostique, c'est le Shin qui est au plus profond de l'être. Ces 12 méridiens, ces 12 signes du zodiaque en relation avec les 10 planètes, c'est-à-dire les 10 organes, les 10 planètes, c'est-à-dire les 7 de la semaine, hein, on fait aussi les élixirs métalliques des 7 métaux, et les 3, Pluton, Uranus et Neptune, qui sont les planètes des mystères. 7 et 3, ça fait 10 organes aussi, comme on a 12 signes astrologiques et 12 méridiens. Eh bien, 10 et 12, ça fait 22. On a les 22 lames du tarot, les 22 lettres hébraïques, vous voyez, voilà. Par contre, les gnostiques, à travers les insolubles, se rendent compte qu'il manque 2 lames du tarot. Il manque 2 planètes, il manque une terre-mère et un ciel-père. On le retrouve aussi dans la démarche ayurvédique. Hein, voilà, je me souviens plus des noms, mais je l'avais écrit dans un livre, Le sang du dragon. Eh bien, on retrouve ces 2 manquants. On va les retrouver dans la colonne vertébrale d'ailleurs, notamment au niveau de la première lombaire et de la 5e lombaire. Au niveau du tarot, c'est comme s'il nous manquait un diable et un amoureux. 6 et 15, ça fait 21. On a un mat. En alchimie, en 21, c'est mat. Hein. C'est le Shin, c'est le mat. Ce n'est pas le monde, ça c'est le tarot extérieur. Le tarot intérieur gnostique, c'est pas du tout ça. Le mat est en 21. Et à ce moment-là, le mat, c'est le trisomique 21. C'est l'être un peu spécial, et qui a un chromosome de plus que nous. D'ailleurs, il est comme le Yehoshua, Yod et Vavé avec le Shin, il fait 47 chromosomes. Alors que nous, on n'en a que 46, on tourne. 4 et 6, ça fait 10 dans la roue de fortune, ou 6 et 4, les 64 hexagrammes du Viking, où on tourne, jusqu'au moment où, dans une incarnation, l'être va rencontrer ses insolubles. Et dans ces insolubles, il va se rendre compte que pendant toutes ses vies, il a tourné autour de ça. Et à ce moment-là, l'étude des 12 signes du zodiaque est totalement insuffisante. Hein, ça libère absolument pas. Par contre, si on tient compte du 13e, voire même du 14e, qui est vraiment lié à l'incarnation des insolubles, les 14 morceaux du corps d'Osiris, voilà, eh bien, à partir de ce moment-là, on va avoir à notre disposition un magnifique cercle zodiacal, et là, on passe de l'astrologie à l'astrosophie. L'astrosophie, d'accord. Tout à fait, en tenant compte du PCI, hein, qui est le centre de la roue. Il ne faut pas que cette roue, ce soit une ellipse, parce que là, on se fait dépouiller de notre aspect électronique, à travers le système Foirat. Alors, on a Philippe de Nice qui nous demande si le fait de faire référence, de construire des ponts entre toutes ces différentes traditions, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi de faire du syncrétisme et d'ajouter une pollution là où l'œuvre de Spagyric cherche précisément à simplifier les choses? C'est l'inverse. Est-ce que vous l'inverse. répondez à cette critique? Oui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut, dans un premier temps, se perdre pour pouvoir se retrouver. Hein, c'est une forme de chaotisation. C'est l'image qu'on peut avoir, mais la remarque de Philippe est judicieuse. Hein. Je pense qu'elle se situe à un bon niveau, je dirais. Voilà. Mais je suis obligé quand même de répondre à ma manière. On est devant une forêt. Hein, la forêt de nos inconscients, la forêt des questions qu'on se pose. Franchement, on vient sur cette terre, ça dure peu d'années, on vieillit très vite et on va mourir, on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Moi, j'ai questionné des morts, ils répondent pas, c'est pas possible quand même. Hein. Alors, toujours est-il qu'à un moment donné, on est devant une forêt. On voit un arbre, alors on peut se contenter de dire « Ah, mais moi je suis simple, un arbre me suffit ». C'est pas faux. Et puis il y en a d'autres qui vont dire, moi j'ai envie de savoir, ah ben tiens, l'autre arbre que derrière, c'est pas pareil, c'est pas un chêne, c'est un frêne, ah c'est différent, ah ben là c'est un sapin, etc. Puis à un moment donné, on cherche, et on se perd. Et à un moment donné, on se rend compte que cette chaotisation, on n'a pas perdu son temps. On n'a pas perdu son temps. Si on y est allé, c'est qu'on devait y aller de toute manière. Et à un moment donné, à travers ces mouvements qui nous font passer par des doutes sacrés, eh bien à un moment donné, on retrouve l'arbre primordial. Mais c'est différent du premier arbre.
parce qu'il va regrouper toutes nos expériences. Donc, c'est comme les 12 signes du zodiaque, on peut se perdre là-dedans, être toujours tributaire d'un astrologue ou des astres. J'ai envie de mettre le mot désastre en un seul mot, des fois, parce que ça peut être un désastre, les astres qui nous tombent dessus, puis on peut plus rien en faire, on n'a pas de prise de terre promise, de prise de feu, de prise intérieure qui pourrait désamorcer ces courants électriques. Eh bien, à un moment donné, donc, il faut pouvoir retrouver cet arbre primordial, cet arbre de la vie. Et pour cela, ça va passer forcément par des phases où on va se perdre. Et à ce moment-là, à un moment donné, on va trouver cet arbre primordial qui va nous faire respecter toutes les secondes par lesquelles nous sommes passés en tant que chercheurs. Il n'y a rien à enlever. Si on enlève une seconde de notre passé, c'est comme le maillon de la chaîne depuis notre naissance, on fout tout en l'air. C'est un manque de respect de soi que d'éliminer ne serait-ce qu'une seconde de notre passé. Moi, j'ai eu 2-3 expériences très douloureuses. Je ne veux pas enlever une seconde. Ce serait me manquer de respect. D'accord. Et il faut dire également, par rapport à cette critique sur le syncrétisme, que les ponts que vous faites sont très argumentés dans vos livres et dans vos conférences avec force schéma, etc. Là, on parle évidemment, Ça, c'est vrai. on part un peu dans toutes les directions. Enfin, dans votre discours, ça peut paraître parfois trop riche ou Oui. très dense, hein, mais il faut dire que tous ces liens sont très argumentés dans vos écrits en particulier. Hein. Oui, c'est vrai. Donc, beaucoup de schémas. Là, je prépare un livre sur la Grande Place de Bruxelles. Il est terminé. Bon, il faut que je m'y mette, à le finaliser. Sur les grandes cathares, à mon petit niveau par rapport à la physique. Et c'est sûr que moi, j'ai toujours besoin de mettre beaucoup de schémas et je trouve que c'est très parlant. Et c'est vrai qu'on lit moins maintenant. Par contre, des schémas, ça aide bien. Enfin, moi, j'aime bien. Alors, on a une autre question de Nathalie qui demande si pour les personnes trop éthérées, la spagithérapie serait déconseillée. Ne faut-il pas avoir fait un travail d'ancrage et de reconnaissance dans la densité pour obtenir des résultats? Et elle dit, que pensez-vous de la gémnothérapie? Alors, Gémothérapie, pardon. oui, tout à fait. C'était Avec les bourgeons, les macérats glycérinés de bourgeons, voilà. Les macérats glycérinés, j'ai commencé par ça, les macérats glycérinés de bourgeons, on peut le mettre en rapport avec le principe mercure comme une teinture alcoolique. Hein, ce principe mercure, donc c'est un des 5 aspects. C'est très intéressant. Nous faisons une série de complexes, une quinzaine de complexes, avec la spagyrie, bien évidemment, puisque on fait que ça. Mais là, on a eu l'idée d'ajouter, et ça je ne les fabrique pas moi-même, hein, je les prends en bio, voilà. On a eu l'idée de rajouter ces forces printanières des macérats glycérinés, parce que c'est des jeunes pousses, et c'est pas mal. Ça rentre dans des aspects peut-être plus physiques, plus énergétiques que philosophiques. Mais accompagné des élixirs spagyriques, ça donne une dimension intéressante. Maintenant, la première partie de la question, est-ce que, en quelques mots, Jocelyn, est-ce qu'il faut avoir fait un travail d'ancrage et de reconnaissance de la densité préalable? Oui, alors, il y a 2 choses. Une, je dirais, la personne, si elle vient vers la spagyrie, elle peut prendre des élixirs. C'est de la cuisine, c'est du complément alimentaire, c'est pas du médicament. Le corps ira chercher ce qu'il a besoin. L'élixir ne va pas provoquer. Alors, il peut arriver que des fois ça bouscule un petit peu. Ça arrive rarement, mais ça arrive. Comme pour les enfants, par exemple. Eh ben, il suffit de baisser les doses. Alors, vous avez des gens un petit peu extrémistes comme ça, qui ressentent tout, etc., que je respecte aussi. Il m'est arrivé, quelquefois, de dire à la personne d'aller répandre quelques gouttes de l'élixir à 10 mètres de la maison. Et la personne qui vous dit, ça vibre, ça bouge, etc. Bon, moi, je suis incapable, c'est pas mon truc. À l'autre extrême, j'ai un ami, par exemple, ça lui est arrivé plusieurs fois, il enlève le styli-goutte et il se siffle le flacon en une fois, comme un apéro. Et chaque fois, il me disait, oh, ça me fait rien, ça me fait rien. Et puis, un jour, je lui ai quand même expliqué, regarde ce que tu vis depuis que tu les prends. Il dit, oh, bon Dieu, il s'est passé pas mal de choses quand même. Bon. Donc, je pense que c'est une question de dosage. Il suffit que la personne prenne, au lieu de prendre 15 gouttes 2 fois par jour, qu'elle démarre avec 5 gouttes, puis après 10, puis 15, voilà. Voilà. Maintenant, au niveau de l'ancrage, je pense qu'au contraire, les élixirs vont aider la personne à s'ancrer. Elle ne va pas provoquer l'ancrage, encore une fois. Elle va susciter l'envie de le faire. Comment? En aidant la personne à ce qu'elle arrête de perdre son temps
à chercher à s'ancrer puisque elle est déjà ancrée, mais elle croit qu'elle ne l'est pas. Voyez, en fait, c'est comme si, au lieu de travailler sur l'échafaudage d'une maison, on apprenait à la personne d'arrêter de faire des travaux. La maison est prête depuis longtemps. Voyez, c'est le moment de rentrer chez toi. C'est un peu comme une jeune fille qui vit dans une chambre de bonne, dans un château, et elle passe des vies là-dedans, à se cailler, etc. Et puis un jour, elle apprend que le château, c'est elle, la princesse, c'était elle, le château lui appartient depuis toujours, et qu'elle a des kilomètres et des kilomètres de forêt qui lui appartiennent, et elle est restée bloquée là-bas, parce qu'on lui a dit qu'elle n'était pas prête. Donc, là, je ne me souviens plus du prénom de la personne, eh bien... C'était une question de Nathalie encore. Hein. Nathalie encore, oui, oui. Eh bien, Nathalie, tu es prête, va et ne pêche plus. Oui, il y a cette idée que de toute façon, on n'a pas d'autre choix que de vivre dans cette matérialité. On y est bel et bien via le corps. Et elle est belle. Et elle est belle parce que derrière cette gravité, il y a une super gravité que la physique quantique nous empêche. D'ailleurs, ils cherchent toujours à réunir les 4 interactions, mais ils n'y arrivent pas avec la gravitation. Pourquoi? Mais parce que c'est faire, en quelque sorte, la grosse remise en question de cette boursouflure quantique qui est un entretien de l'au-delà. C'est une réactualisation des parasites de lumière, des éons. C'est un peu fort ce que je dis. On nous demande la définition des éons, justement. Qui est-ce qui nous demande ça? C'est Philippe, à nouveau, je crois. Définition des éons. C'est quoi? C'est une longue période de temps, l'éon, c'est ça? C'est ça, des grandes périodes de temps. Alors, les éons, on pourrait les voir comme des hiérarchies et à leur tête avec des archontes. Et le super archonte, c'est Yaldabaoth pour les anciens gnostiques. Et ce Yaldabaoth est le fils de la Sophia. Vous voyez, la Sophia a exagéré par son ventre l'aspect lumière. Elle a exagéré l'aspect avenir. Et du coup, elle a sorti Ève en quelque sorte, la Sophia, parce que la Sophia réunit Ève et Lilith. La lune rouge réunit la lune noire et la lune blanche. Et de l'instant où elle a exagéré cet élément-là, elle a créé un être de lumière, mais qui n'a plus d'incarnation. C'est toute la physique quantique. Et d'ailleurs, les appareils de physique quantique, à un moment donné, lorsque l'être est très 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 près de cet éon, de cet archonte en chef, eh bien, il détecte qu'il est en parfaite santé, alors que la personne peut avoir un cerveau, elle peut avoir un cancer dans le cerveau. Vous voyez. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, eh bien, à un moment donné, c'est ce démasquage des éons avec à leur tête des chefs qui sont des archontes. Tout ça est dans notre sphère orale. Hein. Toutes nos couches orales, c'est ça qui crée l'expansion de l'univers. Lorsqu'il y aura un nombre suffisant d'êtres qui, dans leur conscience, vont démarrer cette philosophie gnostique à l'intérieur d'eux, les recherches scientifiques vont changer. Ils trouveront d'autres choses. Quand vous parlez de sphère orale, c'est AU? Oui, l'aura? Oui, l'aura qui, elle, est contenue dans cette sphère microcosmique, et ce microcosme, d'après certains initiés gnostiques, ferait environ, je ne la vois pas, mais je ne fais que répéter quelque chose, qui ferait environ 18 mètres de diamètre. Donc qui contient largement notre corps physique, bien évidemment, et tous nos divers corps, le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, avec les 3 aspects de conscience. Tout ça, pour moi, n'est que le corps. L'âme, c'est tout ce qui tourne dans la sphère orale, avec l'éon supérieur qui est là-haut, le soi supérieur, que Paracels appelait l'étoile morbifique, c'est-à-dire cet être de lumière rend l'homme malade. Il faut savoir que quand il décrit les maladies, les 5 entités de la maladie, il va parler, Paracels, notamment d'une maladie qu'il appelle les maladies de l'entité des esprits. L'homme tombe malade parce qu'il est spirituel. Et après, il y a une autre entité, l'entité de Dieu. Dieu rend l'homme malade. Pourquoi? Parce que l'homme croit en Dieu. C'est fort. Il y a 500 ans d'ici. Je ne sais pas si on a beaucoup évolué à ce niveau-là, dans cette compréhension. Dieu rend l'homme malade. Pourquoi? Parce que l'homme croit en Dieu. Pourquoi? Parce qu'en croyant en Dieu, il ne croit plus en lui. Mais c'est normal qu'on ne croit plus en nous. On n'a pas l'idée de l'homme en tant que microcosme. On ne voit juste que l'homme périssable dans son physique et ses corps éthériques qu'on bricole avec toutes sortes de moyens. Mais c'est pas libérateur. Donc, qu'est-ce qui se passe? L'homme ne peut que croire en quelque chose. Donc, la non-croyance par la connaissance gnostique permet à un moment donné d'allumer par nos insolubles, par une chaotisation des dieux et des diables, de chaotiser quelque chose. Et là émane le processus alchimique qui est possible de vivre en peu de temps. Et la première entité, si j'ai bien compris, c'est l'entité des astres
qui peut conduire au Bravo. désastre, qui rend Ah, malade. oui. Alors, pour faire un petit résumé, avant d'entrer dans les entités de la maladie, on pourrait dire avant d'entrer dans la colonne vertébrale, qui est avec 5 aspects, eh bien, il faut se positionner sur les 4 piliers. Le médecin hermétiste doit être philosophe, il reçoit l'information dans son cerveau droit, il doit être astronome, il doit déployer cette information dans l'utérus qui est le cerveau gauche, le cerveau féminin. Ensuite, le mouvement alchimique à travers la pinéale des deux cerveaux, eh bien, c'est le pilier alchimie, et là, c'est le mouvement de l'information. Et ensuite, ce magnifique mouvement de la tête va élargir le cœur, c'est-à-dire susciter quelque chose au niveau du thymus. Le thymus se remet en marche avec une sécrétion d'une hormone particulière qu'on pourrait dire une hormone philosophique. Hein. Je sais que la médecine va me prendre pour un fou, mais c'est pas grave. Et à un moment donné, eh bien, ce thymus se remet en marche, va sécréter cette hormone, monter à la tête, ranimer la philosophie, qui va déployer l'astronomie, qui va mettre en mouvement l'alchimie, qui va faire mourir cette magnifique information pour l'intégrer, qui va ranimer. Voilà, c'est un mouvement complet. Il n'y a pas un pilier meilleur que les autres. Voilà, ces 4 piliers, c'est les 4 piliers du médecin hermétiste. À partir de ce moment-là, il a le droit d'entrer dans les entités de la maladie du patient. Première entité, entité des astres. Globalement, en tout cas de ce que j'ai pu comprendre, c'est une problématique par rapport à l'environnement extérieur. L'environnement extérieur me fait mal. Bon, si c'est toujours pas réglé, ça c'est l'allopathie, hein, on m'attaque, je me défends. Voilà. Si j'y arrive pas, eh bien, je descends plus bas. On pourrait dire que l'entité des astres est en relation avec nos 7 cervicales, sert à la vie qui cale. On est bloqué à ce niveau-là. Et là, ça va être le principe soufre qui va soigner. Et là, donc, un médecin, il va appeler ça le médecin naturel. C'est-à-dire que l'être étant attaqué par un environnement extérieur a besoin de plus de nature. Ensuite, si c'est pas réglé, ça descend plus bas. Au niveau des dorsales, là où le sel dort, où le sel dort, c'est lié aux structures et c'est lié au principe sel. Et là, c'est une problématique par rapport aux structures, aux 12 structures énergétiques internes, les 12 signes du zodiaque, les 12 lettres simples de l'alphabet hébreu, etc. Bon. Si c'est toujours pas réglé, ça veut dire qu'avec cette entité du poison, nos alchimistes internes, c'est-à-dire nos petits laboratoires internes, sont attaqués par l'environnement extérieur. C'est rentré dedans, ça a passé la peau. Bon, si c'est toujours pas réglé, le phénomène de survie va nous dicter un comportement autre. On va enclencher un 3e type de maladie qu'il appelle les maladies de l'entité naturelle. Ça veut dire que dès la naissance, ce conflit est là et on va créer du karma, un karma généalogique. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mes enfants, c'est de la faute du fait que je n'ai pas eu d'enfants, enfin, c'est toujours la faute de la collectivité. C'est un karma généalogique, et là, nous sommes avec la problématique, on commence à refouler dans l'aura une problématique qu'on n'a pas résolue entre l'atmosphère extérieure et l'atmosphère intérieure. Si c'est toujours pas réglé, on crée une 3e entité de la maladie, qui va être liée là plutôt au sacrum, alors que la précédente c'était les lombaires. Les lombes c'est les reins en l'air. Ça veut dire que nos énergies ancestrales, on les met en l'air. C'est à cause de papa, c'est à cause de maman, c'est ma famille, c'est ma généalogie, donc il faut que je répare. Bon, on peut faire des milliards de stages à ce niveau-là, ça ne résolvera rien, puisqu'on a choisi cette lignée-là, c'est notre lignée idéale. Sinon, on aurait été chercher un autre papa et une autre maman. C'est facile. Il y a 7 milliards d'habitants. Pourquoi on va chercher ces 2 Pékins-là? Parce que c'est les champions du monde, c'est les meilleurs. Et si c'est toujours pas réglé, on fait les maladies de l'entité des esprits. Là, on bascule dans la spiritualité, la mauvaise spiritualité, si jamais ça choque ce que je suis en train de dire. Eh bien, à ce moment-là, c'est les maladies de l'entité des esprits, c'est-à-dire qu'on va créer un psychisme éclaté dehors, c'est-à-dire qu'on crée un être oral, on crée un soi supérieur, un être de lumière parfaite. Pendant ce temps-là, on entretient la misère dans la matière. Et comme ça, cette dualité se tient. Ensuite vient, et là nous sommes liés au sacrum, pour sacrer l'homme, voilà. Si c'est toujours pas réglé, eh bien, on va sur une 5e entité de la maladie, qui est la maladie de l'entité de Dieu. Dieu va rendre l'homme malade. Pourquoi? Parce que l'homme a créé un être parfait dans son aura. Et donc, il entretient l'espace-temps. Dieu va le rendre malade jusqu'au moment où l'être n'aura plus la foi en Dieu, puisque Dieu a été créé par l'homme. Hein. Donc, la créature se retourne toujours contre son créateur. Et c'est l'inverse de ce qu'on imagine. Et à partir de ce moment-là, Dieu
va pousser l'homme à une crise fantastique, mais ça vient tout simplement de ce que nous avons créé. Et là, jusqu'à ce que l'homme ait la foi dans lui-même, c'est-à-dire en acceptant ses insolubles, et non plus la foi en Dieu. À ce moment-là, il renouvelle Dieu. Alors cette façon de jouer, cette façon que vous avez de jouer avec les mots, c'est ce qui fait votre marque, ça c'est votre particularité. Vous allez chercher du sens partout, ou alors c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Non, j'imagine que ça vous est propre, ça, non? Oui, c'est vrai. J'ai pris là où ça m'a touché. En parallèle de ça, bon, ben, il y a un canevas venant de mes expériences, de ma vie, quoi. Ouais. Alors Vanessa nous demande, Tony, puisque vous vous inscrivez dans une démarche gnostique, pourriez-vous nous indiquer votre définition de ce que vous entendez par démiurge? Démiurge, ben c'est ça, c'est cet être oral, c'est ce Dieu oral qui ne vit que parce que nous sommes dans la gravitation, que parce que nous sommes posés sur cette incarnation. C'est pas rien de venir se positionner sur cette terre. C'est beaucoup de souffrance. C'est pas rien. Déjà pendant les 12 mois dans le choix du papa et de la maman, on passe des épreuves terribles, on est porté par 11 couples archétypaux. Souvent, ce sont des personnes qui, dans l'incarnation, n'ont pas d'enfants. Hein, et on les retrouve après, voilà, même si ce n'est que 5 ou 10 minutes. Eh bien, déjà là, c'est pas rien. Ensuite, dans le ventre de la mère, on passe par 1001 dangers. Hein. Dernièrement, un ami m'a parlé de sa fille qui a perdu son enfant à 7 mois et demi, donc au 8e mois. Voilà, c'est pas rien. Bon. Le jour de la naissance, il peut y avoir une connerie de fête, handicapé à vie. Hein, je suis un peu concerné par, non pas parce qu'il y a eu un accident, pas du tout, mais parce que je suis confronté à des amis, à un contexte autour de ma fille. Voilà. Ensuite, la vie 1001 dangers. Alors, mais vous croyez vraiment qu'on vient sur cette terre uniquement pour que ça aille mieux, qu'on ait un bon mariage, un bon divorce, des enfants beaux, intelligents, etc. Enfin, non, on n'est pas là pour ça. Pas que pour ça. Ça, c'est accessoire. Ça vient, mais ça vient. Mais il faut pas s'oublier soi-même. Il faut s'égocentrer. C'est pas d'égoïsme. Il faut aller plus loin que l'égoïsme. Il faut dépasser le véhicule, aller chercher le chauffeur. Parce que le chauffeur, il a le permis. Et avec le chauffeur, on peut prendre n'importe quelle voiture. Donc, il y a quand même une importance fondamentale à aller chercher la signification de sa vie. Et à partir de ce moment-là, il y a l'enseignement gnostique qui vient, automatiquement. On n'a pas de temps à perdre. Très bien. On avait une question sur les grandes figures contemporaines connues de l'alchimie. Est-ce qu'il y a des gens avec qui vous entretenez des relations? Peu. Il y a des personnes que je connais, mais qui ne sont pas connues. Hein, un ami, bon, qui veut surtout pas se faire connaître, mais qui travaille excellemment. Oui, ça, voilà. Moi, j'ai une grande gueule, donc je me fais connaître. Mais ça va, ça se passe bien. Sinon, j'avais un ami qui vient de mourir il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, Jacques Trielli. C'est un monsieur que j'ai connu. Qui c'est qu'il y a d'autres des rencontres. J'ai rencontré il y a pas mal d'années, une fois dans un stage, c'était Éric Marié. Qui est un grand monsieur de la médecine chinoise aussi. Voilà, c'est un personnage, mais j'ai aucun contact avec lui. J'ai eu les documents des philosophes de la nature. Hein, bon, j'ai regardé un petit peu dedans. Il y a aussi un monsieur qui travaille beaucoup sur Internet, Stéphane Barillet, qui fait un travail chouette. Bon, bien sûr, Internet, etc. Mais pourquoi pas? Ben, comme nous maintenant, on est aussi sur Internet, c'est très très bien. C'est des outils, il fait un travail très propre, Stéphane Barillet, que je n'ai jamais rencontré, mais voilà, j'ai beaucoup de respect. Il y en a certainement d'autres, mais je les ai pas en tête. J'ai un ami qui s'appelle Guy Villeneuve, qui travaille beaucoup la voix du cinabre aussi. Voilà, bon. Mais j'ai pas beaucoup de contacts. Hein. Déjà, vous, j'en ai quelques-uns. Vous n'êtes pas seul dans votre laboratoire, dans le fond de votre château, oui. Si, dans mon laboratoire, oui. Enfin, on est une petite troupe. Enfin, vous en sortez, je veux dire aussi, quoi. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Oui, tout à fait. Alors, Olivier nous demande si vous établissez une sorte de hiérarchie ou de graduation énergétique entre les fleurs de bac, les élixirs, les teintures mères et les pierres végétales, dans cet ordre-là. Bien sûr. Eh ben, ça, c'est en relation avec les 5 principes alchimiques. À ce moment-là, on verra, par exemple, au niveau de la lithothérapie,
Bon, les pierres végétales regroupent les 5 principes, hein, mais au niveau de la lithothérapie, on peut le mettre en rapport avec le principe Lilith. Au niveau des élixirs floraux, des remèdes homéopathiques très 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 dilués, c'est-à-dire qui dépassent 30 CH ou 30 DH. Là, on est dans des aspects extrêmement subtils. Là, on va toucher l'entité des esprits, la physique quantique, etc. Ça caractérise le niveau de dilution, hein, c'est ça. Oui, voilà, c'est ça, hein. Plus c'est dilué, plus ça tape haut, je dirais, dans l'aspect lumière. Eh bien, ou alors le décodage biologique, là, il n'y a pas de matière, enfin, il n'y a pas d'élixir, mais il y a le verbe, etc. Tout ça est lié à l'aspect Ève. Ensuite, au niveau de l'aspect sel, soluble, eh bien là, nous sommes plus en rapport avec, avec l'oligothérapie. La vertébrothérapie, enfin il peut y avoir des pratiques qu'on peut relier à ça. Au niveau du principe mercure, nous sommes plus dans l'aspect homéopathie, macéraglycériné de la gémothérapie, et le principe soufre, c'est l'allopathie, la bonne allopathie, pourquoi pas, ça doit exister, la phyto, etc. Et nous avons aussi évidemment l'aromathérapie. Chaque élixir, même les plantes qui n'ont pas d'huile essentielle, il y a une méthode pour retrouver le principe soufre qui est en rapport avec cela. Donc, on pourrait dire que toutes les médecines, toutes les pratiques sont une émanation de l'alchimie, de la spagyrie, qui existait bien avant tout ça, qui existe avant l'aroma, avant l'homéo, etc., mais qui a été perdue parce que la conscience humaine devait traverser cette perte en allant accélérer des processus sur chaque principe. On a, grâce à cela, toute une connaissance de l'homéopathie, qui est une magnifique médecine. Bon, la qualité des produits, on se demande maintenant, des fois, si ça perd en efficacité, si c'est pas un petit peu à cause de ça, je ne sais pas. On a pu pousser loin l'aroma, l'oligo, etc., les élixirs floraux. Tout ça vient d'un socle commun, mais qui s'est dispersé. Et nous arrivons maintenant à une phase où peut-être c'est le moment de retrouver, parce que c'est bien joli de travailler avec des remèdes incomplets, il ne faut pas oublier qu'ils viennent chercher notre énergie, soit sur un plan subtil, soit sur un plan grossier. Par exemple, si on prend des remèdes très grossiers, ils vont aller taper dans notre subtil parce qu'ils en ont besoin. Et inversement, les produits subtils vont nous user le physique. Ils vont raccourcir le contact que nous avons avec notre incarnation. On est toujours barré. J'ai le souvenir un jour d'une fille qui s'appelait Raphaël et qui me dit « Mais c'est quoi la spagyrie, etc. » Je dis bah, « Écoute, le mieux, je te teste un produit et puis tu testes, tu verras bien. » Et c'était du curcuma. Et cette fille m'a appelé environ une semaine après et elle m'a dit « Écoute, c'est bouleversant. J'ai eu comme une connexion très douce avec mon incarnation. » Et instantanément, bon, c'est une fille qui avait la vision, de l'aura, tout ça. Elle a vu tous les élixirs floraux qu'elle a pris pendant des années, ils étaient toujours là. Ça continuait à bosser. Je dis, ben évidemment, parce qu'il n'y a pas de prise de terre. C'est demandeur. C'est comme tous les aspects médiumniques, ils ont besoin de clients qui sont les 2 pieds par terre. Mais peut-être que ceux qui les prennent en ont besoin aussi. Parce que les matières, il y a des matérialistes très forts, quoique maintenant, depuis quelques années, il y a moins de force incarnée. Nous perdons de la force et donc on perd notre système immunitaire. Le système immunitaire n'est peut-être pas suffisamment fort pour éliminer ces produits incomplets. N'étant pas éliminés, on ne se soigne pas. Il ne faut jamais oublier que c'est dans l'élimination du remède, c'est dans l'élimination de la nourriture qu'on se nourrit. Hein? Si le thérapeute ne sort pas son client, Paracel, c'était une obsession chez lui. Comment me débarrasser des clients ? Quitte à ce que je n'en ai plus aucun à ce moment-là, ben on ira vendre des cacahuètes bio sur les marchés. Alors, il faut peut-être préciser ce qu'on entend par pierre végétale, là aussi, parce que c'est peut-être pas La clair pierre pour tout le monde. végétale, voilà, c'est un travail qui se fait en intensifiant, je dirais, le principe sulfure, le principe soufre, c'est-à-dire au niveau des huiles essentielles et au niveau des sels. Donc c'est un travail qui tient plus compte d'un aspect, je dirais, presque allopathique, et qui permet, c'est une pierre philosophale végétale, qui permet, je l'ai vu faire, je ne l'ai pas faite, hein, mais qui permet, je l'ai vu faire, enfin j'ai vu en tout cas le produit terminé et ce que ça donnait, ça permet d'extraire les 3 principes d'une plante sans être obligé de faire toutes les calcinations, etc. Donc c'est une pierre, comme la pierre philosophale, voilà, ça accélère les processus. Hein. L'alchimie, en fait, c'est faire en peu de temps ce qu'on devrait faire en beaucoup de temps.
Alors justement, on a une question de Dubois qui doit être féru d'alchimie puisqu'il nous dit, vous parlez de confection d'élixir et donc du laborat, mais qu'en est-il de l'aura, O-R-A? Pratiquez-vous la prière ou des rituels particuliers lors de la fabrication de vos élixirs? La vie est un rituel, une acceptation profonde de ce que nous sommes. Donc, est-ce qu'il faut accélérer les processus dans le laboratoire? Je ne le fais pas. Je m'accepte comme je suis, je fais avec ce que je suis, ce que je peux. Alors, c'est sûr qu'au niveau du laboratoire, c'est clean, c'est propre. On est déclaré, on déclare absolument tout. On joue le jeu totalement. On essaie de travailler, on travaille le plus propre possible. Et on ne veut pas contaminer nos produits avec nos rituels. Parce que l'état de conscience suffit. Ça peut paraître très prétentieux, mais chaque rituel nous relie à une hiérarchie de lumière de l'au-delà. Or, la véritable aura, c'est se défaire de l'aura, A-U-R-A, hein, de dégonfler cette boursouflure spirituelle. Mais tant qu'on fait des rituels, on alimente. Alors voilà, c'est pas ma version. Quand vous dites nous, c'est-à-dire vous et ceux qui travaillent comme vous, c'est ça, ceux qui travaillent comme vous? Oui, oui, oui. Je dis nous, c'est un nous de majesté en quelque sorte. Voilà. C'est pour mieux dire je, parce que l'ego, il est là. Philippe nous demande si vous êtes proche de groupes gnostiques qui se revendiquent de l'affiliation à Fabré Palapra, notamment à Cordes-sur-Ciel, dans Honnêtement, le Tarn. Yes. oui. Alors, êtes-vous proche des groupes gnostiques? Non, non, vraiment, je ne fais partie de rien, et c'est sincère, et je n'en tire aucune gloire, je me répète. Et alors, l'affiliation de Fabré Palapra, très honnêtement, je ne connais pas. Voilà, je ne connais pas. Vous voyez, j'ai dit que j'étais égoïste, égocentrique, égocentré, donc j'ai pas le temps d'aller voir ailleurs. Non, Alors, je ne connais pas tout simplement. Cordes-sur-Ciel, en revanche, très beau village. Hein. Je vous Oui, conseille. oui, tout à fait, oui, d'accord. Mais je ne connais pas. Mais est-ce qu'il a écrit un livre? Je ne sais pas. Peut-être que je regarderai tout à l'heure, mais bon, non, je ne connais pas. Alors Thierry nous dit que vous vous référez souvent à la langue des oiseaux. Quelle importance revêt-elle à vos yeux? Bah parce qu'elle me tombe sous le sens, j'utilise. Et puis chacun a sa manière d'utiliser la langue des oiseaux. Je ne l'ai pas étudiée, mais à force de lire comme ça, par moment, le même mot a plusieurs significations. Donc si ça vient à ce moment-là, c'est dans le feu de l'action, dans le feu de la discussion, ça vient naturellement. Ça vient naturellement, mais j'ai pas étudié. Alors, vous vous référez souvent à la langue des oiseaux. Oui, mais est-ce qu'il y a une langue qui est établie? Moi, je pense que elle s'invente à chaque instant. D'accord. Ensuite, Joël nous demande ce que vous pensez des écoles spagyriques suisses. Donc, vous en avez dit deux mots, je crois. Alors, on nous cite quelques écoles. Soluna Lab, Philac, Spagyros et les écoles allemandes, donc von Bernus. Ça supposerait que je les connaisse bien, je ne les connais pas vraiment. Une chose que enfin de ce que je connais de certains, de toute manière, ils n'utilisent pas les sels insolubles et puis température, circulation en température humaine. Voilà, il n'y a pas ces notions alchimiques. Bon, Soluna, c'est différent, quoique, enfin, le créateur de Soluna, hein, Alexander von Bernus, bien sûr, hein, c'était un grand monsieur que connaissait d'ailleurs Rudolf Steiner. Et ça, d'accord. Les autres, je ne les connais pas. Donc, je serais incapable de vous dire la qualité. En tout cas, Soluna, je pense que c'est une grande qualité. Bon, les autres, je ne connais pas suffisamment, mais que pour autant que je sache, je ne travaille pas comme eux. D'accord. Alors, oui, Marie-Ange nous demande comment vous avez relié les travaux de Pialou, la gnose, la MTC, etc., la Yurveda. On en a parlé déjà hein, au cours de la soirée, au cours de la première partie. Vous pouvez en redire un mot. Elle nous dit aussi, merci d'éclairer les auditeurs sur la mécompréhension que le public établit entre la voix sèche et la voix humide. Alors, comment j'en suis arrivé là? Bon, je pense l'avoir exprimé tout à l'heure. Il y a les expériences de la vie, il y a voilà une certaine souffrance, une recherche. À partir de ce moment-là, on va chercher une littérature différente que si tout va bien. Et voilà. Puis bon, moi, ça a été plutôt l'aspect ésotérique et de là très rapidement l'alchimie. Puis après, je passe ma vie à essayer de comprendre. Voilà.
Maintenant, la différence entre la voie sèche et la voie humide, que je pratique à mon niveau, et pas tout seul, avec quelques amis, eh bien, la voie sèche, eh bien, c'est la voie des creusets, des hautes températures. La voie humide, c'est la voie des ballons. En général, la voie humide, c'est avec une materia prima qui s'appelle le cinabre. Donc, c'est là où il est question de retrouver cette matière, ce cinabre, ces trois champs de cinabre originels, tête, cœur, bassin. Et la médecine traditionnelle chinoise va nous parler des trois champs de cinabre. Mais les trois champs de cinabre en médecine traditionnelle chinoise, soit c'est du ciel antérieur, qui tient compte du ciel antérieur, soit ce n'est que le ciel postérieur. Le ciel postérieur, les trois champs de cinabre, c'est en dessous de la tête qu'il se situe. Par contre, si on tient compte du ciel antérieur, ça veut dire en alchimie qu'on tient compte des insolubles, à ce moment-là, on a accès aux trois sanctuaires, tête, cœur et bassin, comme en anthroposophie. Voilà. Donc ça, c'est intéressant avec la voie du cinabre, la voie humide, parce que ça donne une image peut-être plus claire. À partir de là, j'ai pu mieux comprendre la voie sèche. Donc moi, ces deux voies m'aident énormément, mais c'est vrai que la voie sèche, elle est très belle. On voit des choses apparaître, certaines pierres, on voit des débuts de transmutation, c'est intéressant. Et on a fait une combinaison des deux voies et il nous a semblé de voir des points dorés qui apparaissaient à un moment donné. Bon, c'est encourageant, c'est très bien. Et voilà. C'est très sympa de voir. Par exemple, au mois de juillet, on a prévu de faire un stage à la fois pratique et théorique. Mais il n'y a pas assez de monde. Alors, si jamais il n'y a pas assez de monde, on va annuler, il n'y a pas de problème. Et, voilà. Mais voilà, je le signale au cas où. Dites-en plus, mais ça se passe où? À Orcier, ici au labo. Et, dans les Hautes-Alpes, donc. Oui, en Haute-Savoie, à côté de Thonon-les-Bains. Pardon, Haute-Savoie, absolument. Oui, non, mais... Alors, Joël nous demande ce que vous pensez de la spagyrie métallique telle que l'a pratiquée Patrice Partamian. Est-ce que vous la pratiquez vous-même? Alors, Patrice Partamian, je crois que c'est un monsieur, j'ai appris qu'il était décédé il n'y a pas longtemps. Je l'avais simplement vu dans un film qui est passé au moment où j'avais fait la conférence à Sarlat, il y a 2 ans et demi. C'est un monsieur que je ne connais pas. Et j'ai trouvé un gars qui était très chouette. Enfin, il m'a semblé que c'était un gars vraiment très sérieux, très bien. Quel malheur qu'il soit décédé, mais bon, voilà. La pratiquez-vous, la spagyrie métallique? Pas commercialement. D'accord. Donc je ne fais que des élixirs végétaux. Le métallique, je le pratique en groupe, en petit groupe, pour mes recherches. Très bien. Alors, oui. Non, c'est bon. Élise nous demande si vous vous méfiez des rituels donc et des égrégores qu'ils trimballent, entre guillemets. Oui, c'est pas que je me méfie, c'est que pour moi c'est du parasitage. On perd son temps. Mais ça c'est mon avis, hein, ça va pas plus loin que moi. Hein. Alors on a une question encore de Philippe de Nice, hein, c'est pas Brice, c'est Philippe, qui nous demande que vous parliez un peu de votre livre La silencieuse coïncidence. Et qui souhaite par ailleurs que vous mettiez à l'écriture d'un livre sur Paracels, dont vous seriez sans doute une émanation actuelle. Voilà. Je ne suis pas une réincarnation de Paracels, je n'en ai absolument pas la compétence. Alors il parle d'émanation. Hein. Oui, émanation, mais bon, qu'on soit bien clair, que je sois imprégné comme de Jacob Böhm ou d'autres, ou Pialou, voilà, c'est tous des grands frères, et merci d'avoir été en connaissance physiquement, évidemment, avec Jacques Pialou, Jacques Trielli aussi, ou d'autres amis, voilà, qui veulent pas qu'on cite leur nom. Mais au niveau maintenant de qu'est-ce qu'il me demande, la silencieuse coïncidence. Ouais. Alors pourquoi il veut savoir quoi? Parce qu'il doit l'avoir évidemment. Oui, c'est un livre très chouette parce qu'il parle beaucoup de Paracels. J'ai pompé pas mal de choses de Paracels. Je le cite pourquoi? Parce que j'essaie de tirer les choses principales, les 4 piliers et 5 entités de la maladie. Et il n'y a pas de tarot, il n'y a pas de lettres hébraïques, il n'y a pas de roue des arcanes, enfin la roue du yiking, etc. C'est vraiment Paracels. C'est le départ de la spagyrie. Je pense que Philippe fait référence à quelque chose qui
peut aider la personne qui cherche à se procurer ce livre pour démarrer là-dedans, quoi. Hein. Et La demander. quintessence de votre travail, en quelque sorte. Oui, c'est un des premiers livres que j'ai écrit aussi. En fait, les livres que j'écris, ce sont des mémoires pour moi. En fait, j'écris pour moi, honnêtement, pour ne pas oublier, parce qu'une fois qu'on a écrit un livre, ça permet d'oublier ce qu'on est, par où on est passé. Et tout ce que je demande au destin, c'est de ne pas être obligé de me réincarner pour lire les livres que j'ai écrits. Il y a certains de vos livres sont épuisés, malheureusement. Oui, c'est vrai, mais bon, ils seront réédités à un moment donné sur le sphinx de la Grande Pyramide, la phytospagée, médecine qui aime l'homme. Là maintenant, pour le moment, il y a la référence thérapeutique, ça, il faut que je m'y mette. À l'automne, ça va ressortir, je pense, augmenter. Oui, vous avez parlé de Gaudi et c'est vrai que moi, je suis pas, j'ai pas fait la remarque, mais on aurait pu parler de la Sagrada Familia. Qu'est-ce que vous pensez de cette merveilleuse bâtisse? Oui, au niveau de l'architecture, bon, je suis pas du tout connaisseur. J'avais vu le Goetheanum à Bâle, donc quelques maisons sous l'impulsion de Rudolf Steiner. Mais quand on voit ce qu'a fait Gaudi, mais c'est du Steiner, au niveau architecture, hein, je ne parle pas de l'enseignement de Rudolf Steiner qui lui a fait un enseignement magnifique. Gaudi n'a rien écrit, hein, à ma connaissance. Quand on voit l'architecture de Gaudi, mais c'est du Steiner à la puissance 3000. Et bon, ils ne se sont pas rencontrés, bon. Mais c'est bouleversant, je ne savais pas que humainement c'était possible de faire des choses comme ça. Vraiment, je ne peux que vous conseiller d'aller à Barcelone, avec l'avion c'est pas trop cher, voilà. Et ils sont sympathiques comme tout. Moi l'Espagne je connaissais pas, je suis allé une fois, mais à la frontière voir un monsieur que j'aime bien qui s'appelle le docteur Alain Scoy, qui fait un beau travail. Eh bien, je suis allé voir là-bas, donc c'était pour mon anniversaire, et j'ai été bouleversé. Et la Sagrada Familia, il y a l'extérieur qui fait un petit peu brut, quoique quand on s'en approche, on voit un symbolisme. Voilà. J'ai comme l'impression que Gaudi s'est moulé dans un contexte catholique, chrétien, pour mieux faire passer des choses qui vont beaucoup plus loin, hein, en tout cas que le catholicisme. Et quand on entre à l'intérieur, mais c'est un bijou, je ne savais pas qu'il était possible à l'être humain de faire des choses comme ça. Moi, je suis bouleversé. C'est de la soie, c'est magnifique. Au début, j'ai cette sale habitude, je compte pour voir au niveau numérologique à quoi ça correspond. Alors, au parc Güell de Gaudi, c'est possible, c'est extraordinaire au niveau symbolisme, alchimique, numérologique, c'est parfait. Enfin, c'est parfait pour moi. Mais là, j'ai commencé à compter les marches, les machins, les colonnes. J'ai tout de suite arrêté. Hein. On tient pas. Il y en a de partout. C'est magnifique, vraiment magnifique. Est-ce que ça répond à la question? Vraiment, c'est beau. C'est beau, moi je vous le conseille, Gaudi. Je ne connaissais pas il y a 15 jours. Et la Sagrada Familia est en construction permanente, hein, ça sera fini. Permanente, oui. Ouais, ça fait combien, je crois, 120 ans, 125 ans. Hein. C'est troublant. Ce truc-là sur Terre est troublant, vraiment troublant. Ça fait un trou dans la blancheur spirituelle. Ça va plus loin. Et donc c'est en Catalogne. En Catalogne, oui. Alors Guy nous demande quel rapport un gnostique comme vous entretient-il avec le clergé, les chrétiens, et est-ce que vous allez dans les églises? C'est très personnel cette question. Oui, non, mais ça me gêne pas. Donc avec le clergé, pour être honnête, il y a 30 ans, 35 ans, j'ai senti que c'était très important pour moi de clarifier ma situation à ce niveau-là. Bon, j'ai été baptisé, je suis né un vendredi 13 juin à Padoue, en Italie, donc la ville de Saint-Antoine, c'est pour ça que je m'appelle Tony, sinon je devais m'appeler Adriano, et je suis d'origine italienne. Je n'y ai jamais vécu, j'ai été là pour naître. Et c'est pour ça qu'on m'a appelé Antonio, donc Tony, et voilà. J'ai toujours eu du mal avec le catholicisme, voilà. Mais donc j'ai ressenti le besoin il y a 30-35 ans de démissionner de cela, donc de poser un acte. Donc j'ai écrit à Padoue, là où je suis né, j'ai écrit à Annecy, qui est ici dans le département, et à Thonon, où c'est l'église la plus proche, en leur disant que je ne suis plus du tout catholique, c'est-à-dire que je ne fais pas partie de l'église. Et on pourrait dire oui, mais on s'en fout, c'est intérieur, etc. Moi aussi je disais ça, mais le fait de poser un acte comme ça, avec la signature, c'est comme un mariage. Moi je me disais le mariage, c'est pas grave, ma femme était enceinte, donc on se marie pour faire plaisir, etc. Mais quand le maire
nous dit, Monsieur Serron, prenez-vous pour épouse Michel, etc., il se passe quelque chose. C'est pas rien, c'est un acte magique. Le fait d'avoir écrit cette lettre, ça m'a bouleversé, non, le mot fort, ça m'a réellement changé la vision. Donc pour moi, ça a été un acte important. Donc je suis coupé, en tout cas coupé, peut-être au niveau astral, je suis imprégné, je m'en fiche. Toujours est-il que c'est au niveau de l'acte que j'ai posé dans mon incarnation, c'était important pour moi de ne pas être affilié à toutes ces mémoires d'inquisition, de tous ces massacres de gnostiques, parce que c'est effarant de ce qui s'est passé. Donc il faut être clair à ce niveau-là. On peut critiquer les islamistes et tout ça, d'accord, mais nous avons une histoire derrière qui n'est pas claire non plus. Donc c'est à ce niveau-là qu'on pourrait aller chercher, en acceptant d'où l'on vient, que nous avons été des assassins, d'aller voir quelle est la parcelle à l'intérieur de chaque être humain qui est avant cette horreur. Et là, on va peut-être pouvoir désamorcer tout l'au-delà et tout leur caca spirituel, tout leur caca quantique, tout leur caca de rituel, et retrouver l'homme dans sa super gravité. Là, à partir de ce moment-là, on peut transmuter. Parce que l'être sera confronté à ces insolubles, il n'a plus l'énergie pour aller tuer ou faire du mal à qui que ce soit. Et il ne veut pas se réfugier derrière des rituels pour poser des actes atroces. Donc c'est important qu'on se retrouve au-delà des religions extérieures, qu'on ose être un être humain d'amour, d'amour, d'amour. Et les êtres qui magnétiquement, électriquement sont porteurs de ces éléments-là, c'est les trisomiques 21, qui ne sont pas toujours dans chaque incarnation. Ils viennent de temps en temps. Là maintenant, on arrive à faire des avortements thérapeutiques, c'est-à-dire qu'on tue des êtres comme ça, mais je respecte les personnes qui l'ont fait. Un avortement, si c'est fait, ils ont bien fait. Pourquoi? Parce que c'est fait, c'est tout. Mais il faut être conscient que la trisomie 21, ça nous permet d'allumer le feu Shin en nous. Et ces êtres-là prennent sur eux toute cette force gnostique qu'on refoule à cause de nos croyances. Donc à un moment donné, il faut retrouver son temple intérieur, son église intérieure, son rituel intérieur, sa gnose intérieure, son alchimie intérieure, un amour fou de soi-même tel que nous sommes. Si on ne fait pas ça, eh ben on fait des religions, on fait des sciences, on fait de la merde. Excusez-moi, mais c'est important. On vit une époque cruciale. Cruciale. Et justement, par hasard s'il y a des émissions comme vous faites, Jocelyn. Et écoutez, merci beaucoup en tout cas, et merci aussi donc à nouveau aux équipes de Baglis. On va bientôt conclure. Je rebondis sur ce que vous disiez et sur l'actualité. On nous demande si le monde arabo-musulman pratique aussi la spagyrie, justement. Est-ce qu'il y a une pratique comme ça? Al-Kol, Al c'est Allah, c'est Dieu. Chez les Juifs, ça va être elle. Chez nous, c'est je, tu, il. Donc, on a cet élément-là qu'on doit intégrer. On ne doit pas rester uniquement séparé de ce elle, de ce al, de ce il. Allah a dit, elle a dit, Dieu a dit, etc. D'accord. Mais ça, c'est une phase préparatoire. La preuve, c'est que on vise à travers ces préparations rituelliques à construire des hiérarchies dans l'au-delà. Donc ça prouve bien que qu'on n'est pas arrivé au bout du processus. Alors qu'il y a certains êtres comme Lao Tzu, comme d'autres, Apollonius de Tyane, qui a été massacré, qui a été, voilà, on a détruit tous ses livres, ou quelqu'un comme le Christ, eh bien ces êtres-là apportent quand même des messages pour se libérer de l'ici-bas et de l'au-delà. Voilà, c'est important. On est à cette frontière-là aujourd'hui. Donc c'est important aujourd'hui de retrouver cette gnose à travers la tradition arabo-musulmane, parce que au niveau de, par exemple, Al-Kol, c'est Al, Dieu, enfin la transcendance, le feu secret, et Kol, c'est l'antimoine, la materia prima, en tout cas dans la voie sèche. Toujours est-il qu'on va retrouver, donc il faut aller chercher les quintessences. Geber, qui est un grand alchimiste, Avicenne, etc., même si Paracelse rentrait en opposition, mais il rentrait en opposition avec l'égrégore qui est devenu Avicenne à son époque. Mais s'il avait connu Avicenne à l'époque d'Avicenne, il n'était pas du tout en opposition. Voyez. Donc il faut retrouver cette gnose hors espace-temps, mais pas en fuyant l'espace-temps. Au contraire, en s'incarnant au plus profond de notre incarnation, on va trouver la beauté. Nous avons des sanctuaires. La tête, c'est le Golgotha, la montagne du crâne. Le cœur, c'est Bethléem, la maison du pain. Nous avons des sanctuaires à l'intérieur de nous. Tout le reste, c'est des détours provisoires, nécessaires. On me demande si je vais dans les églises. Oui, pour aller voir, là, par exemple, l'église Saint-Nicolas, avant la grande place de Bruxelles. Vous avez les trois enfants dans le Salois et les trois principales chimiques. Et là, vous allez trouver aussi Sainte-Barbe qui va représenter le feu secret.
Donc voilà, à un moment donné, donc il faut intégrer tous ces éléments-là sur un plan intérieur. Et du coup, on va respecter le plan extérieur. On n'ira pas toucher un cheveu de son prochain. On ne peut qu'aimer l'homme plus que Dieu. Très bien, Tony, on arrive au bout. Et donc, de ce point de vue, la Spagyrie, c'est la grande réconciliatrice, hein. C'est aussi pour ça qu'il était question d'unité primordiale. Tout Merci à fait. infiniment. Merci Mais infiniment pour cette soirée très, très éclairante, très, très riche. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle émission. Bonsoir. merci Jocelyn et merci à tous les téléspectateurs. Merci. Merci. Au revoir. Bonsoir à tous. Merci. Au revoir.